La voix des milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production Radio Anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix des Milieux. Nous sommes toujours en direct du festival à l'école de l'Anthropocène. Et cet après-midi encore, nous serons deux intervenants au micro. Salut Nicolas. Bonjour à toutes et tous et merci d'être à l'écoute de La Voix des Milieux pour cette nouvelle émission qui nous relie donc aujourd'hui pour discuter des liens qui nous unissent, les humains, nous, aux non-humains. Alors, pourquoi et comment s'attache-t-on à l'environnement et aux entités humaines et comme non-humaines qui nous entourent ? C'est par un détour en Sibérie et ses peuples de chasseurs-cueilleurs que notre invité du jour propose de répondre à ces questions. Charles Stepanov, bonjour. Bonjour. Alors Charles Stepanov, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire d'anthropologie sociale. On vous connaît pour de nombreux ouvrages tels que Voyager dans l'invisible, publié en 2019 à La Découverte, et L'animal et la mort, publié en 2021 dans la même édition. Nous vous accueillons aujourd'hui pour échanger autour de votre dernier ouvrage, Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain, publié dans les mêmes éditions également à La Découverte en 2024, qui nous invite à une redéfinition de l'humain dans ses rapports avec les autres vivants. Donc Charles Stepanov, c'est au cœur de cet ouvrage conséquent, plus de 630 pages pour nos auditeurs et auditrices qui ne l'auraient pas encore lu, que vous liez théorie anthropologique, historique, philosophique et psychologique à un empirisme au long cours qui nous conduit depuis les steppes sibériennes à l'Amazonie, en passant par quelques régions françaises. Alors si vous le voulez bien, nous vous proposons de commencer cette discussion en respectant une approche inductive très chère aux anthropologues, en nous concentrant donc d'abord plutôt sur le modèle de votre enquête, son format tout du moins. Alors on apprend au début de votre ouvrage qu'à 24 ans, vous partez sur le terrain auprès des Toju, peuple nomade de chasseurs-cueilleurs de la taïga. Alors pourquoi avoir choisi la Sibérie ? En fait, j'avais la possibilité, j'étais à l'école normale supérieure et on m'avait proposé la possibilité d'aller à Chicago. Être très bien payé, ça ne m'a pas intéressé. J'ai préféré partir en Russie. Je me disais, je vais découvrir plus de choses. Et donc, j'ai vécu 1 an à Saint-Pétersbourg dans des conditions assez difficiles. Et dans l'internat des étudiants, moi j'étais prof de français, et dans l'internat, il y avait des étudiants qui venaient de Sibérie. Donc, profil asiatique, différent des Russes, physiquement, et puis aussi culturellement, puisqu'ils pratiquaient des rituels à l'intérieur de l'internat, via l'internat soviétique. Ils faisaient brûler du genévrier pour chasser les mauvais esprits. Ça m'a intrigué, ils m'ont montré des photos, et puis à un moment, j'ai pris un billet de transsibérien, c'était parti. Alors on va partir directement sur ces rituels. Vous nous conduisez aux côtés des chamans Kalbi et Eriksen ou encore dans le branle-bas de combat des Tuva en quête d'une jument égarée avec son poulain. Selon vous, qu'est-ce que ces formes d'interaction que vous observez, vous, lors de votre travail ethnographique, nous apprennent en fait de l'attachement au-delà de l'humain, comme le dit votre titre ? Alors, l'objet de l'enquête ethnographique, déjà, tout simplement à la base, c'est de se décentrer, de se rendre compte que des évidences dans le rapport au monde, dans les conceptions, dans les organisations sociales, des sociétés dans lesquelles nous vivons, nous les modernes, n'ont pas existé de toute éternité, ne sont pas universelles et même aujourd'hui, ne s'imposent pas sur tous les continents. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage-là, c'est de prendre la question de nos rapports entre nous et de nos rapports au monde sur le plan des attachements, parce que je suis convaincu que les attachements, la façon dont on les organise, c'est au cœur de l'expérience humaine du rapport au monde. Et les différents choix que font les sociétés sont instructifs pour comprendre les écologies qu'elles ont construites. Donc, en l'occurrence, l'exemple que vous citez, c'était un cheval qui était perdu dans un campement d'éleveurs nomades. Alors, c'est bien embêtant parce que c'est le moyen de transport, le cheval. Et donc, on ne peut plus aller voir les voisins, on ne peut plus aller chercher les troupeaux. Et on l'a cherché à partir de ses traces pendant longtemps, sans le retrouver. Et finalement, l'éleveur a sorti des petits cailloux d'un petit sac dans un coffre dans la yourte. Et ces cailloux, ils venaient du jabot d'un coq de bruyère. C'est un oiseau de la taïga. Et il a fait une divination, c'est-à-dire qu'il a disposé les cailloux sur le sol
Et il les a jetés, il a interprété la façon dont ils tombaient. Et finalement, en les regardant, il dit « Ah, ça y est !» Et puis il est parti, et puis il a ramené le cheval peu de temps après. Bon, c'est surprenant. Mais ce qu'il faisait là, c'est qu'il invoquait des esprits, il invoquait le coq de bruyère pour l'aider à concevoir les choses, à imaginer, trouver une solution, et finalement, peut-être aller chercher le cheval là où il n'avait pas pensé à le faire auparavant. Donc c'est un système, un rapport au monde dans lequel on n'est pas juste dans une exploitation économique et dans une transformation des objets en matière première extractiviste, puisque la communication, vous voyez, avec le cheval, là, elle va impliquer tout un réseau dense d'entités qui inclut la montagne en tant qu'esprit, en tant que subjectivité qui est capable de donner des informations, d'interagir avec les humains, de les protéger. Ces nomades, ils se sentent, ils se considèrent, et ils n'ont pas tort, dans un état de dépendance par rapport à la montagne, et par rapport à la steppe, par rapport à la forêt. Et cet état de dépendance, au lieu de le subir passivement, ils en font finalement la racine pour construire une communication avec le monde qui inclut des offrandes, du rituel, etc. Effectivement, vous dites dans votre ouvrage que vous avez l'impression qu'il génère un petit peu une forme de carte mentale dans son esprit en fait, pour retrouver le cheval. Comment est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, vous traduisez ces observations que vous pouvez faire? Comment est-ce que ça se passe afin d'identifier ces relations sensibles, ces rituels qui relient du coup les individus aux vivants qui les entourent, aux vivants et aux non-vivants d'ailleurs? Alors, il s'agit déjà, quand on est anthropologue, de décrire de la façon aussi honnête que possible. Donc, il s'agit d'être plus objectif que subjectif, même si la question est compliquée. Mais notre rôle, là, quand on est sur le terrain, c'est pas de faire un journal intime de nos émotions. Il s'agit, au contraire, d'oublier, nous, nos émotions, nos préjugés, nos conceptions, pour s'ouvrir, ouvrir l'oreille, recueillir celles des autres et les transcrire avec une traduction, avec une transformation, forcément. On n'est jamais dans la pure transmission, mais la plus honnête et fidèle possible. Et ensuite, il s'agit d'interpréter, comprendre ces différences d'actions, de coutumes par rapport aux nôtres. Et moi, ce qui m'a intéressé là dans ce livre, c'est voir comment on construit des modes de communication différents avec l'environnement. Donc, il peut passer par le rituel, par des chants, pour les animaux, par des huchements, des appels, des chants qui ressemblent à des berceuses et qui sont efficaces. On n'est pas dans l'imagination du rêve uniquement, même si le rêve a une importance, mais c'est efficace dans le rapport au monde, puisque les brebis, par exemple, elles répondent aux huchements, aux cris. Elles sont attendries par la musique qui est chantée. Elles vont donner du lait, elles vont être capables d'adopter un petit agneau qu'elles refusaient au début sous l'effet, sous l'influence de cette chanson qui est basée sur l'attachement de l'humain à l'animal et la capacité de créer des liens d'attachement à l'intérieur du troupeau. Alors, au milieu de ces observations et de ces retranscriptions, donc, on voit aussi à travers votre ouvrage du vécu, des expériences personnelles. Alors, on va vous demander de raconter une dernière anecdote, mais vous racontez avoir été sauvé par un renne un jour de mauvais temps. Est-ce que vous pouvez expliquer cette expérience à nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, d'un certain côté, on peut dire que j'ai été sauvé, mais en fait, il m'a sauvé en me faisant comprendre que je ne risquais rien. C'est-à-dire que je croyais que j'étais perdu dans la taïga, ce qui est plutôt inquiétant, puisque les chances de survie sont quand même limitées. Si on n'a pas de quoi faire du feu, de se défendre face aux ours, de se nourrir quand il fait moins 40 la nuit, c'est un peu risqué. Et donc, j'étais avec un compagnon au début, on rejoignait un campement, on était chacun à dos de renne, et puis ce compagnon s'est éloigné, il a pris de l'avance, et à un moment, je ne le voyais plus, et pendant longtemps, je suivais une piste, mais je ne savais pas si c'était la bonne. Au bout de quelques temps, je me dis peut-être que je suis en train de suivre des pistes de rennes sauvages et de m'enfoncer de plus en plus dans la forêt, dont je ne sortirai jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que le renne, lui, il savait très bien où il allait. Donc, il suffisait de lâcher bride au lieu d'essayer de le pousser dans telle ou telle direction qui s'avérait la mauvaise. Le renne, lui, connaissait l'itinéraire, beaucoup mieux que moi, évidemment.
Et en fait, mon expérience de recherche, elle m'a mené à me rendre compte que ça, c'était au fondement même du mode de vie des Toju, le fait de s'appuyer sur les compétences et l'intelligence de ces animaux, les rennes, puisqu'ils sont très peu surveillés. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de berger, il n'y a pas de protection contre les prédateurs, et on ne leur donne même pas de nourriture. Et les rennes reviennent d'eux-mêmes de temps en temps sur les campements, et quand il y a une nomadisation, quand on change de campement, les rennes peuvent aller de leur côté, les humains de leur côté, ils vont se rejoindre parce qu'ils ont en mémoire les emplacements des campements, ils ont en mémoire ces itinéraires. Donc tout ce mode de vie, il est fondé sur une confiance, une réciprocité, des attachements partagés par les humains et par les rennes envers des lieux et des itinéraires. Alors, on va monter un peu plus en généralité maintenant. Avec cet ouvrage, vous proposez une relecture, en quelque sorte, des conceptions anthropologiques qui structurent en fait la modernité, à la fois le structuralisme, qui va défendre une culture humaine en rupture avec la nature, et puis l'évolutionnisme, qui appréhende là l'humanité selon un processus, on pourrait dire continu, homogène, qui irait de soi. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené dans votre ouvrage à vouloir les déplacer? Et là, je fais un petit clin d'œil, en quelque sorte, au titre de l'émission. Est-ce que vous proposez, vous pas, ici, une voie du milieu dans l'anthropologie, celle de l'entre-deux, en tout cas, qui nous permettrait d'appréhender un peu différemment les relations aux vivants? Oui, c'est ce que j'essaie de faire, en me fondant sur la comparaison ethnographique, et puis en me fondant sur les apports de l'archéologie, de la génétique pour comprendre des grands phénomènes comme la domestication. La domestication, au fond, c'est au cœur de la problématique des attachements, puisque avec la domestication, eh bien, on commence à prendre soin d'être d'autres espèces, des animaux, mais aussi des végétaux. On doit comprendre le métabolisme, les besoins, les dangers, et comprendre leur mode de reproduction pour le favoriser. Simplement, c'est vrai qu'on a un grand récit qui est très prégnant en Occident. C'est un peu notre récit mythologique des origines, le passage de l'état sauvage de l'humain, de l'état de nature à l'état de culture, l'état de société, qui passe par la domestication. C'est à partir du moment, on raconte, où les humains ont cultivé la terre, semé du blé, ont asservi les moutons et les bovins, qu'on serait entré dans la civilisation, qu'on aurait établi des rapports de domination avec le monde, et que même la domination, on l'aurait introduite dans les relations entre les humains, avec, après la domestication, la naissance de l'urbanisme, des royautés, de l'esclavage, etc. Alors, ce que montre la recherche, c'est que ce schéma très prégnant, dont on a du mal à se défaire, il n'est plus d'actualité. Il est bien développé par Rousseau, donc il a une influence fondamentale. C'est comme ça qu'on voit naître la civilisation, et c'est enseigné dans les écoles. Il y a des auteurs qui le défendent encore. Mais on est dans des histoires beaucoup plus complexes, en fait, parce que déjà, esclavage, domination, même royauté, ça existe chez des chasseurs-cueilleurs. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la domestication pour que ça advienne. Par ailleurs, vous avez des sociétés d'agriculteurs, d'éleveurs, de pasteurs qui sont extrêmement égalitaires et qui peuvent voir naître des structures centralisées et puis ensuite s'effondrer, repartir. Donc il n'y a pas un récit unilinéaire à développer. Moi, ce que j'ai montré, c'est que les domestications, elles sont complexes. Elles impliquent de la domination, mais pas seulement, sinon ça ne marcherait pas. Elles impliquent aussi du soin, des connaissances écologiques, de l'attention, de l'attachement envers les plantes et les animaux. Est-ce que, je veux rebondir sur cette idée de domestication, enfin cette grande idée même, est-ce que la domestication d'un chien dans nos sociétés urbanisées, contemporaines, modernes, est-ce qu'elle est similaire à la domestication d'un renne dans les sociétés des chasseurs-cueilleurs que vous observez? Alors, la domestication en tant que telle, ça désigne un processus d'entrée des plantes et des animaux dans les sociétés humaines. Donc la domestication du chien, elle est déjà faite au Paléolithique supérieur. Donc nous, on ne la vit pas. Le renne, ça date aussi de quelques milliers d'années. Pour ce qui est du rapport aux animaux domestiques au quotidien, c'est vrai qu'on a un écart immense entre la façon dont sont traités nos animaux de compagnie et la façon dont sont traités les rennes. Curieusement, il y a beaucoup plus de liberté, d'autonomie des rennes
puisque, comme je disais, ils doivent se nourrir eux-mêmes. Ça veut dire qu'on ne va pas les emmener là où il faut qu'ils aillent manger. C'est des meneuses à l'intérieur du troupeau qui connaissent le paysage, des mâles qui sont capables de défendre le troupeau contre des prédateurs parce qu'ils ont une belle encornure. C'est à eux que finalement les fonctions que dans nos sociétés on s'attribue nous aux humains, c'est eux qui les assument. Voilà, alors l'animal domestique, ce que j'appelle l'animal enfant, c'est un animal qui au contraire est dans la dépendance absolue de l'humain. C'est le modèle qui s'est imposé parmi nous dans le rapport au chien, au chat. C'est récent, hein. Savoir que dans le monde paysan traditionnel, le chat n'était jamais nourri. Le chien était nourri d'un petit peu de pain, mais on ne lui donnait pas de viande. Le chat, il a une fonction de prédateur sur les rongeurs. Dans beaucoup de sociétés, encore aujourd'hui, les chiens ne sont pas nourris parce qu'ils vont eux-mêmes chasser dans la forêt la nuit. Ils ont une vie propre et ils ont un accès à une vie sexuelle, à la possibilité d'avoir des petits, de transmettre des savoirs à l'intérieur même du groupe chien. Alors que chez nous, évidemment, s'ils sont castrés, c'est pas possible. Donc, on les maintient dans un état d'infériorité, de dépendance, qu'on peut appeler l'animal enfant. C'est une des modalités possibles de rapport aux animaux. Ce qu'il faut juste, c'est élargir un peu notre esprit, notre champ des possibles, et pour ça, l'ethnographie est inspirante. Alors c'est intéressant ce lien que vous faites entre domestication et attachement, et de montrer qu'il y a différents types d'attachement, du coup différents types de relations qui peuvent se créer. Et ça fait écho à une expérience qui m'est très personnelle. J'ai un ami qui est paysan, qui a des brebis, et qui m'a expliqué que pour pouvoir élever ses brebis et être en capacité de les tuer au moment venu, son choix se porte sur le fait de choisir certaines d'entre elles en tant que, non pas bouc, mais brebis émissaire, du coup, qu'il peut-être pas ne déteste, mais tout du moins met à distance, leur propose un traitement qui est très différent de celle qu'il a envers les autres brebis, pour s'engager un peu moins fort émotionnellement et du coup pouvoir passer vers l'abattage. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce type de relation et qu'est-ce que ça nous apprend? Oui, une autre forme d'attachement. C'est effectivement, c'est très courant. En fait, on est capable de moduler nos rapports d'attachement. Au sein d'un troupeau, il est très fréquent à travers l'Eurasie qu'il y ait des petits agneaux, chevreaux favoris qui sont maternés et avec lesquels il va y avoir un lien d'imprégnation parce qu'ils ont été abandonnés par leur mère ou qu'ils sont orphelins. Et là, on leur donne le biberon. Donc un lien d'attachement se construit et il est très fort. Évidemment, ce n'est pas ces moutons-là qui vont être abattus en priorité puisque, au contraire, ils ont un rôle de meneur à l'intérieur du troupeau puisqu'ils emmènent à leur suite tout le troupeau quand le bonhomme les appelle. Et en revanche, pour les éleveurs, il est important de ne pas traiter comme un animal de compagnie tout mouton et de ne pas leur donner de prénom, par exemple. C'est une stratégie. On va pas en général, dans les traditions paysannes françaises, on donne des prénoms aux vaches parce qu'on les garde longtemps et il y a un attachement fort avec les vaches laitières qui nous nourrissent au quotidien. Et par contre, le cochon, il n'est pas nommé. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'attachement avec le cochon. Il est traité comme un petit enfant. Souvent, je parle du cochon de ferme traditionnel. Et ensuite, il y a des gens qui pleurent lors de l'abattage du cochon à la ferme. Mais on est dans une complexité relationnelle. C'est ça les modes de vie humains, pré-modernes, non modernes, qui résistent à la modernité. C'est de maintenir un lien multifibre qui inclut de la dépendance alimentaire. Ils nous nourrissent. Et nous, on est nourris, on a des obligations envers eux, on leur doit la vie, on leur doit notre mode de vie, mais on n'est pas juste dans de l'extractivisme. On a de la réciprocité qui est nécessaire et aussi de l'amitié, voire de l'amour. C'est des animaux qu'on peut à la fois manger et aimer. Il n'y a pas d'exclusif. C'est vrai que la modernité, justement, elle s'est construite en créant des ruptures, des fossés, des frontières, et en séparant les animaux qu'on aime, chien, chat, et les animaux qu'on mange, poulet de batterie, cochon de batterie, etc. Alors, je vais citer votre ouvrage pour faire un lien avec cette complexité que vous nommiez, ce paradoxe, cet oxymore. Vous dites dans votre ouvrage, on se trompe profondément quand on dit que les modernes n'ont plus de liens sociaux ou affectifs avec le milieu vivant. Bien au contraire, ils n'ont plus que cela. Alors, pour quelles raisons vous dites cette phrase? Tout à l'heure, vous parliez des réseaux denses. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous là-dessus? Oui, c'est juste parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire, et c'est pas faux, il faut renouer nos liens avec le vivant, il faut s'inspirer de l'animisme. Donc on se dit, il faut que je rompe avec l'extractivisme, il faut que je sois plus dans un rapport de contemplation ou de connaissance. Mais en fait, c'est déjà le cas. Si on regarde la façon dont nous, urbains,
on interagit avec notre milieu vivant, donc tout ce qui est autour de nous. Bon, l'animal, c'est représenté par l'animal de compagnie, parce que les gens n'ont pas dans leur appartement des poulets en batterie ou des cochons, même si c'est possible. Hein, en Russie, c'était courant que dans les années 90, les gens pouvaient avoir un cochon dans la cuisine, qui faisait partie de la famille jusqu'au moment où on le mange. Et donc, nous, on a fait cette rupture qui fait qu'avec notre milieu vivant, on n'a que des rapports d'ordre amical, social, de protection, de soins. Donc les animaux de compagnie ou les végétaux, ceux qui sont dans les parcs. Il n'est pas question d'aller dans un parc pour couper du buis ou abattre un arbre pour se chauffer. Notre chauffage, il vient plus de notre milieu vivant, il vient de ressources qui sont lointaines, qui sont les énergies fossiles. Et dans la plupart des cas, aucun d'entre nous n'ira voir le site d'extraction du pétrole ou qui fait le mazout ou du gaz qui chauffe sa maison ou son appartement. Donc une déconnexion totale entre les lieux qui assurent notre vie métabolique, qu'il s'agisse du chauffage, des vêtements, les ateliers de fabrication en Chine ou les grandes serres de maraîchage industriel en Espagne ou au Maroc, et d'un autre côté, le milieu qu'on habite, où on vit, avec lequel on a juste des rapports affectifs. Donc ce qu'on a perdu, c'est cette complexité relationnelle, ces liens multifibres avec le milieu vivant. Est-ce que dans nos sociétés, est-ce qu'on peut, vous utilisez le terme de prédateur empathique? Est-ce qu'on peut parler de ce prédateur empathique avec tout ce que vous venez de nous dire pour toutes les sociétés humaines, pour les différents peuples, à la fois ceux que vous avez observés, mais à la fois celui dans lequel on est actuellement là à Lyon aujourd'hui? Oui, ça c'est un phénomène qui est un fait anthropologique universel qui est lié à l'évolution de notre genre Homo et de notre espèce Homo sapiens en particulier. Le fait qu'on soit les principaux prédateurs de la planète, ça c'est certain. On exerce une prédation infiniment supérieure à celle des lions ou des requins. On prédate environ 15 000 espèces actuellement. Le fait qu'on soit empathique, c'est évident aussi, c'est notre forme de prédation qui est assez bizarre, puisqu'on n'est pas du tout, en fait, quand on regarde comme ça d'un point de vue anatomique, on ne ressemble pas à un prédateur. On n'a pas de grosses canines, ni de griffes, on a une olfaction extrêmement pauvre par rapport aux chiens, on n'est pas capable de courir très vite comme un guépard. Ce qui nous a permis de devenir les principaux prédateurs, c'est la ruse, l'exploitation, le piégeage, l'invention d'outillage qui nous permet d'attraper, de tuer d'autres animaux, l'élevage évidemment, qui est fondé évidemment sur la connaissance. Donc on a mobilisé dans toutes ces techniques des savoir-faire, de l'attention, une intelligence écologique. Et c'est en ça qu'on est des prédateurs empathiques. Alors, je me permets de reprendre une citation que vous faites lors de votre chapitre 8. Vous dites qu'il n'y a pas d'antinomie ontologique entre la mythologie et les sciences de la vie. Alors, la mythologie semble effectivement être mise à l'écart d'une certaine scientificité à l'occidentale. Comment cette proposition elle a été accueillie par la communauté scientifique ? En fait, ce n'est pas une proposition que juste moi je fais, c'est le résultat de travaux de longue haleine avec des archéologues, des généticiens et des collègues anthropologues qui consiste à réviser le modèle dominant en Occident de la domestication comme domination. Sur ce point-là en particulier, les mythologies des peuples non occidentaux ne racontent pas qu'au néolithique, l'humain aurait pris le dessus sur la nature, aurait commencé à la dominer. Ils racontent, par exemple, pour le chien, en Papouasie, que le chien est allé proposer à l'humain, faisons un accord, on va se rendre des services réciproquement. Moi, je vais t'aider à la chasse, toi, tu vas me donner à manger un peu de temps en temps et me donner ton foyer surtout. Souvent, c'est ça qui est raconté dans les mythes, que ça soit la vache chez les Peuls en Afrique ou le renne chez les peuples sibériens, le feu est considéré comme un attracteur pour certains animaux parce qu'ils ont trouvé là de la sécurité. Parce que les gens, ils l'observent au quotidien, que leurs animaux domestiques, quand ils sont menacés, ils reviennent auprès du feu. Donc, c'est des récits, c'est des modèles d'interprétation qui sont multi-agents, où l'humain n'est pas le seul agent. Et ça rejoint complètement les modèles développés aujourd'hui par les collègues qui travaillent en archéologie et en archéozoologie et en biologie pour essayer de mieux comprendre la domestication. Le chien, on va avoir des modèles désormais où le chien participe. Il a pu avoir des initiatives. Des loups ont pu se rapprocher des campements des humains parce qu'ils y trouvaient intérêt.
Ils ont développé des dispositions, il y a eu des modifications d'ordre morphologique, d'ordre cognitif, qui ne sont pas le résultat d'une sélection intentionnelle humaine, puisque les humains, ils ne savaient pas ce que c'était un chien, ça n'existait pas. Ils ne savaient pas ce que c'était un animal domestique. Ils n'avaient aucune méthode de sélection, ils ne tenaient pas des arbres généalogiques, comme maintenant on le fait en sélection dirigée, comme le font les zootechniciens. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des adaptations, en fait, du chien, ou des premiers canidés domestiques, des chats également, des bovins, des ovins, et pareil pour les céréales. Des adaptations au fait de la vie à côté des humains. Ils sont adaptés à des zones anthropisées, mais par sélection naturelle. Déjà Darwin, en fait, le montrait ça, il le suggérait. On le redécouvre maintenant et on va avoir des modèles multilatéraux dans lesquels les espèces non humaines ont un rôle actif à côté de l'humain qui ne maîtrise pas entièrement la chose parce que c'est des processus beaucoup trop longs. Une processus de domestication, il peut mettre 2000, 3000 ans. Donc il est impossible que les humains l'aient anticipé et qu'ils en aient eu conscience même. Beaucoup de races existent simplement par adaptation au fait qu'elles ont été introduites, pour ce qui est des ovins, par exemple, toutes les races de moutons qu'on a à travers la France, ils sont adaptés au contexte, montagnard, de plaine, chaud en Provence, froid en Écosse. Ce n'est pas l'humain qui, en sélectionnant, a créé ces espèces. C'est elles-mêmes qui se sont adaptées à cette coexistence nomade à travers le monde avec l'humain. En 2 mots, puisqu'on arrive à la fin de notre interview, quel pourrait être l'apport d'un ouvrage comme le vôtre sur l'attachement au-delà de l'humain pour comprendre, pour remodeler de nouveaux imaginaires, voire de nouvelles pratiques, et non de Patrick, face aux dérèglements climatiques et environnementaux, puisqu'on est sur Radio Anthropocène, mine de rien? Oui, alors il s'agit de redécouvrir la complexité de l'Anthropocène en tant que tel, puisque l'Anthropocène n'est pas nécessairement une menace, une source de destruction. Les écosystèmes terrestres sont modifiés par les humains depuis 12 000 ans. Ce n'est pas un phénomène récent lié à l'industrie. Il n'y a pas à porter une culpabilité absolument indélébile, comme si c'était une faute originelle. Ça serait une interprétation religieuse qui est fausse. Il y a au contraire à redécouvrir la diversité de ces liens d'attachement qui sont féconds, qui sont source de diversité écologique, qui sont source de complexité, d'habitat, qu'il s'agisse de la forêt amazonienne, des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou plus proche de nous des landes des Grands Causses. Eh bien, ce sont des zones qui sont le résultat d'activités humaines, jardinées, activités pastorales. Et ces grands lieux qui sont des spots de biodiversité, voilà, ils ont été créés par ces corrélations, par ces liens d'attachement de longue durée qui formaient des réseaux denses. Donc il faut comprendre qu'il ne s'agit plus de protéger la nature contre l'humain, mais de protéger des modes de vie qui sont résilients contre des modes de vie qui ne le sont pas, qui existent depuis quelques décennies seulement et qui en quelques décennies menacent le système Terre dans sa viabilité. Eh bien, Charles Stepanov, un grand merci à vous d'être venu échanger avec nous au micro de La Voix des Milieux à propos de votre ouvrage donc Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain. On comprend bien, grâce à cette discussion notamment aujourd'hui, l'importance de se saisir de cette diversité de liens d'attachement socio-écologiques pour replacer l'humain dans son écosystème à l'ère de l'Anthropocène. Donc on se quitte et dès maintenant, sur Radio Anthropocène, vous allez savoir comment dessiner le bruit de l'eau avec Science Dessinée. Bon festival à toutes et tous. La Voix des Milieux. L'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement. Une production Radio Anthropocène animée par Damien Rondepierre. Un partenariat avec l'axe environnement urbain de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon-Saint-Étienne.